Dan is het nu tijd voor de eerste aflevering in een reeks van 3 met als titel Paris et ses environs. Een reeks voor leerlingen die al enkele jaren Frans achter de rug hebben. Ja, als je naar Parijs wil gaan, dan helpt een mondje Frans. In de aflevering van vandaag verkennen we het centrum van de Franse hoofdstad. We bezoeken de Eiffeltoren, het Quartier du Marais, de Musée d'Orsay, Montmartre en de Seine. Paris, 5 étoiles. Voilà Paris en quelques chiffres. Il nous montre combien la ville est immense. Aborder tous ces aspects demanderait une douzaine de nos émissions. Nous nous limiterons donc aux 5 aspects mentionnés il y a un instant. Quand vous entendez les 5 lettres de Paris, que voyez-vous? Moi, je vois la tour Eiffel, sans laquelle Paris ne serait plus Paris. En effet. Et c'est d'ailleurs pourquoi les touristes emportent comme souvenir une de ces petites tours Eiffel qui existent en verre, en bronze et en plastique. L'ingénieur Gustave Eiffel fut le grand spécialiste de la construction métallique. Avant de s'attaquer à sa tour, il avait déjà construit de nombreux ponts et viaducs, et même à New York, le squelette de la Statue de la Liberté. Le projet de bâtir une tour à Paris date de 1883. À peine 4 ans plus tard, les travaux débutèrent. En 1887, on coula en béton armé le premier socle d'un des 4 piliers. Les travaux avancèrent rapidement, en dépit d'une forte résistance de l'opinion publique. Le premier étage fut atteint en février 1888, le second étage en septembre de la même année et le troisième en janvier 1889. La tour était complètement achevée quand, le 10 juin, l'exposition universelle ouvrit ses portes. Aujourd'hui, plus que centenaire, malgré son poids énorme, la tour demeure gracieuse, légère, élégante. Pour la peindre, ce que l'on fait tous les 7 ans, il faut 50 tonnes de peinture. Construire la tour ne fut pas une petite affaire. Il fallait des ouvriers acrobates, capables de travailler par tous les temps, pluie, vent, chaleur. Mais rassurez-vous, la tour Eiffel tient bon. Sous l'action des grands vents et des tempêtes, elle ne bouge que de 12 cm. Pour monter aux étages, on prend l'ascenseur.
Bien sûr, ce n'est plus celui du siècle passé, dont la machinerie pourtant est encore en bon état. L'ascenseur nous attend en route pour le premier étage. Que cet étage est vaste et grand. On y trouve les inévitables boutiques de souvenirs, mais aussi un buffet et même un bureau de poste. Un restaurant chic attend les touristes qui veulent reprendre des forces et se reposer. Au Cinémax, des films nous racontent l'histoire de la Tour Eiffel. Le deuxième étage est l'endroit rêvé pour situer les nombreux monuments de Paris. Ici, un restaurant luxueux attend les touristes bien fournis en dollars. On peut prétendre, sans se tromper, que la Tour Eiffel est un des monuments les plus connus et les plus visités du monde. On rencontre sa silhouette dans de nombreux films. Des écrivains l'ont chanté en vers et en prose, mais ce sont surtout les peintres qui se sont laissés inspirer par elle. La nuit, quand Paris retrouve un peu de calme, la Tour Eiffel, magnifiquement éclairée, veille sur la ville dont elle est le symbole. Transformer une gare en un musée moderne, voilà une idée bien étrange. C'est pourtant ce qu'on a fait de l'ancienne gare d'Orsay, qui, de 1900 à 1939, pendant près de 40 ans, connut une importante activité. Le 1er janvier 1973, la gare d'Orsay ferma définitivement ses portes. C'est alors que naît l'idée d'y installer un musée consacré à l'art moderne, c'est-à-dire à toutes les expressions artistiques de 1848 à 1914. Ainsi, le musée d'Orsay devint un trait d'union entre le Louvre, art ancien, et le centre Pompidou à Beaubourg, art avant-gardiste. Inauguré en 1986, ce musée est assez spécial. Vous me rendez curieuse. Vous verrez bien. Mais avant de franchir la porte d'entrée, admirons d'abord les 6 statues qui symbolisent les continents. À l'école, on m'a appris qu'il y avait 5 continents, et pas un de plus. C'est que l'artiste a compté l'Amérique pour 2 continents. Vous avez réponse à tout. Si nous entrions. D'accord. Voici ce que nous allons faire, puisque nous n'avons pas le temps de voir tout en détail. Nous ferons d'abord l'allée centrale, qui est impressionnante. Des sculptures du 19e siècle, la plupart sorties des réserves du Louvre et donc peu connues, y sont exposées dans le hall de l'ancienne gare.
Est-ce que le musée ne possède que des sculptures? Il contient aussi un grand nombre de peintures, et même les toiles les plus célèbres de la seconde moitié du 19e et du début du 20e siècle. J'en reconnais quelques-unes. Voilà le bal du Moulin de la Galette de Renoir. Et l'église d'Auvers-sur-Oise de Van Gogh. Tiens, le cirque de Seurat. Et voilà le déjeuner sur l'herbe de Manet. À côté de ces peintres, dont les tableaux valent des centaines de millions, d'autres, moins connus, méritent notre attention. Je veux parler des orientalistes, qui ont trouvé leur inspiration en Orient, et plus particulièrement dans le monde arabe. Et les arts décoratifs? Quelques salles sont réservées aux arts décoratifs des années 1850-80. D'autres salles nous donnent une idée de la révolution qu'apporta dans l'ameublement l'art nouveau des années 1900. Où qu'il se trouve, le visiteur est confronté avec la structure d'une gare. Non seulement d'une gare, mais aussi d'un luxueux hôtel de la Belle Époque, annexe de la gare. Sa salle des fêtes a été magnifiquement restaurée. Avant de partir, jetons un regard sur le restaurant de cet hôtel remis en service et sur le café des hauteurs derrière la grande horloge de la façade latérale. Puis, passons sur la terrasse d'où nous avons une belle vue sur Paris et sur notre prochaine destination. Montmartre. La butte Montmartre est une colline de 54 mètres de haut, couronnée de la basilique du Sacré-Cœur, dont la blanche silhouette attire l'attention. Faut-il vraiment y aller à pied? Allons, un peu de courage. Montons par cet escalier majestueux, comme les autres touristes. De près, la basilique est encore plus impressionnante. Que pensez-vous de ce temple de style romano-byzantin? Que signifie le mot barbare, romano-byzantin? Il signifie que l'architecte Abbadie a mélangé des éléments d'une église byzantine à ceux d'une église romane. L'élément byzantin se remarque aux nombreuses coupoles. La façade, par contre, est de style roman. Aimez-vous cette basilique? À vrai dire, je trouve que c'est un monument imposant et étrange, mais vraiment aimé, non. N'oublions pas que la basilique est un lieu de pèlerinage conçu pour recevoir beaucoup de gens. L'intérieur est luxueux, vaste, mais assez sombre. J'aime davantage la petite église romane Saint-Pierre. C'est une des plus anciennes de Paris. Sobre de style et de conception, c'est un lieu qui invite à la méditation.
Le vrai centre touristique de Montmartre est la fameuse place du Tertre, l'ancienne place communale. J'ai comme l'impression que tous les peintres de Paris s'y sont donné rendez-vous. N'exagérons pas. Rien qu'à Paris, ils sont des milliers à crever de misère. Et puis ici, ce ne sont pas toujours de vrais artistes. Ce sont plutôt des commerçants de tableaux. Et qui proposent leur croûte aux touristes. Qui, la plupart du temps, ne s'y connaissent pas en peinture et achètent n'importe quoi. Mais pourtant, Montmartre est connu pour ses artistes. Était. Au début de ce siècle, ils ont été attirés par la vie pittoresque qu'on y menait. Voici le fameux bateau Lavoir, où Picasso, Van Dongen, Braque, Juan Gris et bien d'autres avaient leur atelier. Je croyais que le bateau Lavoir avait brûlé en 1970. On l'a reconstruit. Et comme par le passé, il abrite toujours des ateliers. Que reste-t-il encore du vieux Montmartre? Peu nous rappelle l'atmosphère du passé. Montmartre est devenu un quartier comme Paris en compte des dizaines, où les habitants font leurs courses en évitant les autos. Il n'y a plus que le moulin de la Galette qui rêve mélancoliquement des jours passés. Quand je vois ces Parisiennes et ces Parisiens dans les rues encombrées de leur capitale, je me demande comment on parvient à les approvisionner en pain, en viande, en lait, en fromage, en légumes, en tout. Rassurez-vous, ils ne meurent pas de faim, car ils font leurs provisions au magasin du coin ou au supermarché. Et les magasins, où s'approvisionnent-ils? Chez les grossistes, évidemment. Et les grossistes? Eh bien, mec, au marché. Depuis des siècles, le grand marché de Paris était les Halles. Celles-ci étaient situées dans un quartier populaire et pittoresque où les touristes, comme les Parisiens d'ailleurs, aimaient fréquenter les bistrots et les restaurants. Mais d'année en année, Paris s'étendait. Le nombre de ses habitants augmentait régulièrement et dépassait bientôt les 2 millions. Les halles devenaient trop petites. De plus, elles posaient tant de problèmes de circulation et de stationnement qu'une solution s'imposait. En 1962, on décida de démolir les halles et de construire un nouveau marché aux portes de Paris. La démolition des halles laissa un trou si impressionnant qu'un metteur en scène de cinéma y tourna un western. Le trou des Halles fit bientôt place à un nouveau centre, le Forum des Halles. Le Forum des Halles est au cœur de Paris, un centre commercial et culturel d'un grand intérêt. Il compte des magasins, des restaurants, des boutiques, des cinémas, des galeries d'art, etc. Il fait bon y flâner parmi les pièces d'eau et les fontaines, dans les jardins où poussent des constructions métalliques peintes en vert. Mais rien dans le Forum des Halles rappelle le marché des Halles du passé. « 1969. Une
Une statue qui commémore la défense de Paris en 1871 contre les Allemands a donné son nom à un nouveau quartier, La Défense. La Défense est un quartier ultramoderne où tout est immense, grandiose. L'arche, les tours, la perspective, les œuvres d'art. La Défense est avant tout un quartier d'affaires. Plus de 70 000 employés y arrivent en train, en bus, en métro ou en voiture pour travailler dans presque 2 millions de mètres carrés de bureaux. Cette maquette du quartier montrera clairement que la Défense est d'abord une large esplanade bordée de grands bâtiments et de hautes tours. On se croirait presque en Amérique. Cette esplanade est une immense dalle longue de 1200 mètres dont la Grande Arche est la plus grande attraction. La Grande Arche est un immense monument en béton recouvert de verre et de marbre blanc. Avant de visiter la Défense plus en détail, il est utile de prendre l'ascenseur et de monter au toit de cette grande arche. De là, on découvre ce quartier ultramoderne avec ses nombreuses œuvres d'art d'artistes contemporains connus et inconnus, ainsi que sa magnifique perspective vers le centre de Paris. La Grande Arche est aussi haute que large et forme donc un cube parfait. Elle est si volumineuse que Notre-Dame de Paris peut facilement tenir entre ses parois intérieures. Le Palais de la Défense est le plus ancien monument du quartier. Il date de 1958. Sous son étrange toit de coquilles renversées qui repose sur 3 bases, il renferme le CNIT, Ce qui signifie Centre national des industries et des techniques. Si le CNIT est remarquable par sa conception, il l'est aussi par ses dimensions. Sa surface couverte est de 80 000 mètres carrés. 8 hectares de... Worden. Vrijdagavond in Chicago. De laatste vlucht uit Detroit is met een Bureaux, mais aussi des salles de conférence, un hôtel et un centre. Avec leurs 45 étages, les tours Fiat et Elf sont les plus majestueuses de la Défense, ce centre de l'an 2000 où tout a été prévu pour le confort de l'homme du XXIe siècle. Entre les tours, des coins de verdure ont été prévus et de nombreuses sculptures implantées. Le Grand Toscano est un monumental buste en bronze qui évoque un géant des temps anciens. Ce groupe en polyester suggère des formes et des silhouettes du monde de la science-fiction. C'est un groupe étrange et fascinant. Cet insecte peint en rouge mesure 15 mètres de haut et pèse 75 tonnes. Ce stabile est une œuvre de l'artiste américain Alexandre Calder, Qui est surtout connu pour ses mobiles, c'est-à-dire des sculptures en mouvement. Sortis du monde fantastique, voici 2 personnages aux couleurs criardes qui ne mesurent pas moins de 12 mètres. Les enfants aiment beaucoup.
Les grandes personnes passent en souriant. Le thème de la fontaine paysage de Clarus est le parcours du soleil, le jour, et de la lune, la nuit. D'où son nom, midi, minuit. Cette fontaine représente des pétales superposés où coule en cascade une eau limpide et chantante qui suggère la fuite du temps. Bien curieux me semble cet oiseau en acier inoxydable qui replie ses immenses ailes. La place des reflets doit son nom au jeu de la lumière qui se reflète dans les vitres de la tour Aurore. C'est un bel exemple d'architecture moderne, attentive non seulement aux formes et au volume, mais aussi à l'ambiance créée par la lumière et le ciel. On m'a raconté que l'original de cette sculpture en bronze se trouve à Tokyo, au Japon. C'est exact. Ces deux personnages superposés évoquent la Terre en mouvement et les antipodes. À l'extrémité de l'esplanade, le bassin Takis est animé par des signaux lumineux. D'ici, la perspective vers la tour Eiffel et celle vers l'Arc de Triomphe montrent clairement que la Défense cadre parfaitement dans Paris. Salut! Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes à Paris, au pied de la tour la plus célèbre du monde, la tour Eiffel, bien sûr. Chaque année, la tour accueille des millions et des millions de visiteurs. Vous imaginez Paris sans la tour Eiffel? Inimaginable, impensable. Aujourd'hui, la tour est là pour toujours. Elle est devenue le symbole le plus important de Paris. Vous y êtes sûrement déjà allé. Nous allons y faire une petite visite. D'abord, savez-vous pourquoi la tour s'appelle Tour Eiffel? Tout simplement parce que l'ingénieur qui a construit ce monument s'appelait Eiffel.